Ravi de vous retrouver. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, une cité pour loger les militaires blessés et leurs familles bientôt disponible. Annonce du ministre des Forces armées en marge de la deuxième édition de la Journée de solidarité des armées. Les îles du Saloum égrènent un poste de santé flambant neuf et 2 pirogues ambulances, un geste du Puma qui ravit les populations à suivre dans ce journal. Pendant ce temps, à Guédiawaye, 1000 enfants sont sans acte de naissance. Ils étaient sortis pour sensibiliser les parents sur ce droit dont ils sont privés. Léopold Sédar, Philippe Maguilène et Colette Senghor continueront leur sommeil finalement au cimetière de Bel-Air. Des membres de la famille du feu président poète récusent l'exhumation. Amadou Lamine Sall nous en dira plus dans ce journal. Tout de suite, le développement. La deuxième édition de la Journée de solidarité des armées a été célébrée ce matin en présence du ministre des Forces armées. Maître Sidiki Kaba a octroyé des maisons aux familles des 2 militaires décédés sur le terrain des opérations cette année. Je vous propose de suivre le compte-rendu de Papa Madjakatessar. L'armée nationale vient en soutien aux familles des regrettés sous-lieutenant Amadou Diallo et caporal-chef Alain Diatta, décédés en opérations intérieures en 2021. Leurs épouses ont reçu des mains du ministre des Forces armées des clés de maison en guise de solidarité. Un geste qui a ému les familles des défunts soldats. Ça soulage bien vrai que, comme je l'ai dit la dernière fois, cela ne peut pas remplacer la vie d'un être qui nous est très cher. Voilà. Donc, d'une part, ça apaise la douleur que les familles des disparus ont ressentie. Cette remise s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition de la Journée de solidarité des armées. Une journée qui porte une double signification aux yeux des autorités sénégalaises. C'est d'abord l'expression symbolique de la solidarité au sein même des armées. En effet, conformément aux exigences opérationnelles de cohésion, gage d'efficacité, la fraternité d'âme est le socle des rapports de commandement. Elle est aussi vécue à travers les hommages aux morts, les cérémonies de tradition et le souvenir des anciens. La direction de l'action sociale des armées compte étendre son champ d'action au service des corps militaires. La solidarité est traditionnellement conçue comme un devoir social ou une obligation morale qui trouve sa substance dans la générosité, le partage, l'altruisme et le respect mutuel. Malgré le contexte sanitaire qui nous impacte tous, l'activité qui nous réunit sera pérennisée et enrichie en perspective d'une meilleure prise en charge des préoccupations de nos camarades blessés. La Fondation des invalides et mutilés militaires a reçu pour sa part la clé d'un véhicule utilitaire. La voiture va faciliter la mobilité des invalides de la maison des militaires. Kerdjambari. Ce n'est pas tout, Papa Madjakatessar, le ministre des Forces armées annonce également la réception prochaine d'une cité des Djambars pour loger les militaires blessés et leurs familles. Maître Sidiki Kaba a profité de l'occasion pour lister les actions sociales du gouvernement en faveur des invalides. Maître Sidiki Kaba, toujours au micro de Papa Madjakatessar. Les mesures concrètes qui ont été prises récemment dans le cercle de la politique sociale des armées illustre bien le souci du social, indissociable de l'efficacité opérationnelle du soldat en activité. Il s'agit notamment de la prise en charge intégrale de 5 prothèses de membres supérieurs au profit de militaires invalides suite à des blessures en opération, de la remise de 2 maisons de la Comico aux familles de militaires disparus, de la décision d'attribuer des terrains à usage d'habitation
aux militaires blessés en opération intérieure à partir de janvier 2021 dans un site en cours d'aménagement à Thiès, future cité des Djambars. Du soutien régulier et multiforme apporté aux veuves et aux orphelins de familles militaires. Je reste persuadé que toutes ces actions vont se poursuivre au profit des bénéficiaires bien ciblés au sein de la grande famille sociale militaire. Et direction les îles du Saloum, un poste de santé d'une valeur de 95 millions de francs CFA, 3 pirogues ambulances. Le geste est du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. Le Puma accompagne ainsi les populations des îles du Saloum dans la prise en charge sanitaire. Le compte-rendu de Adam Hassan avec Astumbaï. Un poste de santé, des pirogues ambulances, le Puma, programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, accompagne les populations insulaires. 95 millions de francs CFA, c'est le montant dégagé pour réaliser le poste de santé de l'île de Baout. Dans le programme du Puma, outre la dotation d'infrastructures socio-économiques de base, il y a aussi un certain nombre d'équipements que le Puma octroie aux communes ou aux populations des zones frontalières. Après le poste de santé, nous avons donc amené aujourd'hui 3 pirogues motorisées qui ont une double fonction, celle de permettre la mobilité, en tout cas de ces populations, entre les îles et donc le continent, mais également ces pirogues motorisées servent aussi d'ambulance. Les pirogues ambulances permettent aussi d'évacuer des malades très rapidement sur la terre ferme. Une ambulance médicalisée est aussi prévue. Elle sera prépositionnée à Foundiougne. Son objectif, évacuer des malades vers les grandes structures sanitaires des régions environnantes. À cela, nous allons joindre une ambulance médicalisée qui sera prépositionnée au niveau de Foundiougne et qui va servir de relais en cas d'évacuation. Une fois atteint la terre ferme, l'ambulance pourra aller à Fatick, aller à Kaolack, aller un peu partout, en tout cas pour joindre les formations hospitalières. Le gouverneur de la région de Fatick apprécie. Et je tiens aussi qu'à travers cette satisfaction des populations, c'est la satisfaction aussi des autorités administratives, mais aussi de toutes les parties prenantes véritablement à cette activité. Et c'est pour montrer véritablement que cette partie du Sénégal, cette partie du département de Foundiougne n'a pas été oubliée dans la mise en œuvre du Puma. Et je sais qu'aujourd'hui, à travers ce programme, nous avons quand même senti, pas seulement à travers aujourd'hui les actions qui ont été menées par le Puma, mais à travers d'autres actions qui ont été menées, notamment dans d'autres localités, comme Kër Alassane Diallo, où il a été question justement de la pose de la première pierre, mais aussi d'un ouvrage hydraulique d'une grande importance, toujours dans le département de Foundiougne. Hormis Baout, d'autres localités des îles du Saloum, comme Niodior, Toubacouta, ont aussi bénéficié du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. Le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent a présenté la stratégie pour propulser le PSE vert dans un contexte de changement climatique. Une étape qui lui permet de valider avec le ministère de l'Environnement et d'autres partenaires le processus pour fédérer les initiatives en faveur du développement durable et de la croissance verte autour de 6 secteurs clés. Le compte rendu de Pape Ibrahima Ndiaye avec Sidignan. Un certain nombre de questions. Resserrer les rangs sans exclusion, mutualiser les forces sans perdre du temps pour un seul objectif, instaurer une dynamique verte. Les messages du bureau de suivi opérationnel du plan Sénégal émergent dans le but de fédérer les initiatives du PSE vert. Ce n'était pas facile parce qu'on avait 14 secteurs qui étaient concernés par le PSE vert. Nous avons fait des arbitrages sur des bases scientifiques pour choisir 6 secteurs clés qui feront l'objet d'incubation et qui seront accompagnés pendant la phase de lab qu'on va tenir dans les prochains mois. Ce qui va arriver maintenant, c'est qu'on va rencontrer l'ensemble des acteurs qui sont concernés par ces 6 secteurs. On va faire des séances de travail pendant quasiment 4 mois
aussi bien au niveau national qu'international. Après 6 mois de travaux, de concertation, le BOSS a pu regrouper l'ensemble des acteurs autour de 6 secteurs clés en faveur de la croissance verte. Moi-même, je suis auteur du GIEC, donc je connais bien ces problématiques liées au changement climatique et nous continuons à travailler avec le BOSS pour arriver à un PSE vert qui prend en compte l'environnement, le climat, mais également les aspects liés à l'océan. Après plus de précision sur le concept, les objectifs, les orientations entre autres, il s'agit maintenant de passer à l'action en impliquant notamment les acteurs, les secteurs publics et privés. C'est que l'environnement n'a auparavant jamais été considéré comme un secteur économique à part entière. On a toujours pensé que c'était le domaine réservé à l'administration pour des politiques de conservation et de protection. Mais aujourd'hui, il y a un potentiel économique fort dans ces secteurs et c'est la raison pour laquelle notre devoir est d'inviter davantage le secteur privé à prendre connaissance de ces opportunités et à les exploiter de façon à ce qu'on ait ce concept de croissance verte, vous avez entendu aussi de croissance bleue, avec tout ce qui touche les aspects océaniques et hydrauliques. Le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent compte poser des actes concrets pour vulgariser les enjeux du PSE vert dans les mois à venir. Une démarche pour mettre les signaux au vert dans un contexte des changements climatiques. Promouvoir la production de cuir, un objectif du Club des investisseurs du Sénégal. Le CIS prône le Made in Sénégal. Il entend encourager la fabrication des chaussures en cuir de Ngaye Mékhé, notamment le compte-rendu de Mame Alassane Laïsek. De belles chaussures en cuir. Le cuir pourrait être un levier de développement. Le vice-président du Club des investisseurs du Sénégal plaide pour la promotion du Made in Sénégal à travers son artisanat dans la filière cuir, peau et maroquinerie. Vous savez que nous faisons au moins une fois par mois ce que nous appelons les jeudis du CIS. Il y a eu des thèmes qui ont été développés et aujourd'hui nous voulons nous appesantir sur le cuir. Nous avons assisté il y a un peu plus de 8 ans à Ngaye Mékhé à la journée du cuir et nous avions dit, et ça a été répété ici, que si vous prenez la filière des chaussures par exemple, toutes les chaussures de l'armée sénégalaise ou de la police ou des forces de sécurité pourraient être faites à Mbéré. Ngaye Mékhé, la capitale de la fabrication des chaussures en cuir. Le maire de la ville préconise la formation pour davantage de qualité dans la finition et surtout la diligence de l'accès à cette matière première pour les cordonniers. Ngaye Mékhé est le temple du cuir et de la peau. Et il reste maintenant à aborder le sujet et à trouver des solutions pour que des industries naissent, pour que les cordonniers aient accès au cuir, pour qu'ils soient bien formés et que le Sénégal puisse tirer son épingle du jeu au niveau de cette filière. Le Club des investisseurs du Sénégal compte promouvoir la promotion de ces chaussures en cuir venant de Ngaye Mékhé, capitale de la chaussure, afin de faciliter la compétitivité sur le plan international. Et élevage à présent pour parler de l'opération Noël pour tous, une initiative du ministère de l'élevage dédiée à la promotion et au développement de la filière porcine au Sénégal. Je vous propose d'écouter à ce propos le ministre de l'élevage et des productions animales, Ali Saleh Diop, au micro de Mamadou Lamine Fati. À compter de l'année 2021, initier une opération qu'on appelle Noël 2021. Et c'est tout le sens de notre déplacement aujourd'hui ici pour visiter les élevages qui sont en train en tout cas d'être tenus ici et profiter de cette occasion pour échanger avec l'ensemble des acteurs de la filière. Aujourd'hui, le Sénégal exporte beaucoup de viande, de porc vers la Guinée-Bissau par exemple. Et que c'est une activité effectivement qui polarise un certain nombre en tout cas d'acteurs qui, d'année en an, augmente. Le président de la République a pris la décision de mettre à la disposition de l'ADER
8 milliards 500 millions de francs CFA exclusivement dédiés à l'élevage pour nous permettre de construire une masse critique d'éleveurs. C'est important. Sur le site, nous sommes en train, nous, au niveau du ministère de l'élevage, de travailler sur un pôle qui polarise l'ensemble des activités opérationnelles de l'élevage pour la région de Dakar. Et dans ce pôle, toutes les filières sont concernées. Si tout le monde sera là parce que nous voulons en tout cas bâtir un espace moderne où se pratiquera l'élevage moderne avec toutes les conditions de qualité et de performance. Et aujourd'hui, le mouvement Yanama, accompagné d'autres mouvements, s'est réuni au rond-point 5-5 pour dénoncer ce qu'il qualifie d'injustice notée du côté de l'État du Sénégal. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La situation qui prévaut dans les écoles et universités inquiète les parents. Ces derniers interpellent la tutelle pour trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard, disent-ils. Mieux, l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal propose même ses bons offices pour une sortie de crise. Abdoulaye Fane, président de l'UNAPES, a fait face à la presse. Il est au micro de Babacar Seck. Il est bien qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes, que l'autorité intervienne, fasse une déclaration, aille sur le terrain pour avoir une saisie réelle de ce qui s'y passe. Nous l'avons déploré. Jusqu'à présent, nous n'avons pas entendu le ministre. Et nous demandons véritablement à ce qu'il monte un créneau. L'implication des parents d'élèves, parce que nous sommes des acteurs, et nous réclamons toujours la situation, nous sommes des acteurs. Nous sommes, à chaque fois que de besoin, quand il y a des concertations, des rencontres, nous sommes invités. Mais particulièrement au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Pour ce qui est du ministère de l'Enseignement supérieur, il en reste toujours. Cependant, il y a des structures internes qui existent au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, et particulièrement la médiature au niveau de chaque université. Je ne sais pas si c'est généralisé. En tout cas, les textes prévoient un médiateur de l'université qui doit porter toutes les questions relatives à la gouvernance de l'université. Vraiment, l'autorité, l'envergure qui devait être donnée à ces médiateurs-là pose problème. Donc c'est l'occasion aussi d'inviter vraiment les recteurs à faire en sorte que ces médiateurs-là puissent être opérationnels. L'actualité, c'est également plus de 1000 enfants qui n'ont pas d'acte de naissance dans le département de Guédiawaye. Ils ont effectué une caravane pour sensibiliser les parents à la déclaration de naissance. Un mémorandum a été également déposé à la préfecture pour la prise de mesures idoines et fermes et pour la promotion des droits des enfants. Ces enfants sollicitent également l'organisation d'audiences foraines. Mamadou Lamine Fati, compte rendu. La protection et l'amélioration de la situation sociale des enfants passe forcément par la déclaration à l'état civil. Les enfants des 5 communes de Guédiawaye ont sillonné les rues de la ville pour demander aux parents de déclarer leurs enfants à la naissance. Milliers d'enfants en âge d'aller à l'école sont confrontés à un défaut d'acte d'état civil à raison d'une non-déclaration à la naissance. Un recensement mené par nous enfants et les membres des CCPR ont permis d'identifier environ 1476 enfants non inscrits à l'état civil qui sont pour la plupart en situation de scolarisation. Il arrive aussi que nos enfants sont victimes de fausses déclarations par attribution de faux numéros dans le registre d'état civil. Ainsi, certains d'entre nous n'arrivent même pas à inscrire à l'école ou bien sont obligés d'abandonner l'école et ne peuvent pas se présenter aux examens. De toute évidence, cette situation engage la responsabilité de nos parents qui omettent de nous déclarer à la naissance et celle de l'État qui devait réunir toutes les conditions nécessaires pour que nos droits en situation illégale soient rétablis. Pour pallier les difficultés que vivent les enfants pour l'obtention des actes de naissance, les enfants portent le plaidoyer auprès du préfet de Guédiawaye. Venons-nous exposer notre objectif de mémorandum portant sur l'obtention d'état civil au profit des enfants de Guédiawaye. Par voie de conséquence, Monsieur le Préfet,
Nous vous invitons à introduire aux autorités compétentes de prendre tous les mesures indiquées à cet effet pour une organisation audience foraine afin de rétablir nos enfants victimes non droit à une identité. Plus de 1000 enfants ne disposent pas d'acte de naissance dans la ville de Guédiawaye. C'est pourquoi les enfants des 5 communes du département, accompagnés de l'ONG AJD PASTEF, ont organisé une caravane. Objectif, inciter les parents à déclarer leurs enfants à la naissance. Marche blanche des associations féminines ce dimanche. Les femmes comptent encore et encore sensibiliser sur les violences basées sur le genre. En perspective de l'événement, ces associations ont tenu une conférence de presse ce matin en présence de Mamadou Dia et Sidignan. Des professeurs en médecine, des féministes, des artistes, des femmes regroupées au sein de plusieurs associations féminines unissent leurs efforts. Elles disent halte aux violences faites aux femmes. D'abord sur le viol, les spécialistes recommandent aux victimes de ne pas se songer, ni se nettoyer, se rendre intactes chez le gynécologue, car le constat doit obligatoirement se faire dans les 24 heures. Parce que c'est seulement comme ça que le médecin qui va aller, notamment le gynécologue, pouvoir voir des lésions, pouvoir voir même des signes qui orientent vers des signes d'agression, pouvoir faire la lésion, la globalité des lésions, pour pouvoir établir ne serait-ce qu'un certificat médical attestant que cette personne a subi un viol. Au-delà de la confirmation du viol, il y a une question de prévention. Sur le plan médical, le viol nécessite une prise en charge multidisciplinaire. Parce qu'à travers ce viol, elle peut avoir le VIH, elle peut avoir des infections sexuellement transmissibles, elle peut avoir une grossesse. Donc, on doit lui faire rapidement des analyses et même elle va débuter un traitement antirétroviral. Ce traitement antirétroviral lui permettra, si le violeur avait une infection à VIH-Sida, de ne pas être infecté. Donc, pour dire que c'est important. L'affaire Miss Sénégal a pendant quelques jours tenu le haut du pavé de l'actualité nationale. Ces temps-ci, les réactions semblent s'estomper. Ces femmes ne craignent-elles pas que l'affaire soit passée sous silence? Elles préfèrent s'abstenir d'en parler. C'est peut-être des histoires qui sont en train d'être prises en charge. Et par rapport à cela, nous avons vraiment le devoir de nous retenir par rapport à cela. Ces associations féminines ont collecté 1500 signatures, les encourageant dans le combat contre les violences faites aux femmes. Elles organisent une marche blanche ce dimanche. Le transfert des corps de Léopold Sédar Senghor et famille tant attendu ne se fera pas. Selon Amadou Lamine Sane, une partie de la famille du premier président de la République du Sénégal n'adhère pas à l'idée d'exhumation. L'écrivain poète s'est confié, ami de la famille, à la famille Senghor, s'est confié à Mme Abdou Gueye Kassé par téléphone. Je vous propose de l'écouter. Toutes les conditions avaient été préparées. Le corps devait être amené à Joal le 19 décembre et la première commémoration, le premier anniversaire, le 20 décembre à Joal. Mais nous sommes obligés de dire au monde entier, parce que c'est le monde entier qui préparait ce rapatriement pour venir accompagner Senghor à Joal. Mais une partie de sa famille en a décidé autrement. Je voudrais dire que nous en arrêtons là pour le moment. La famille de son papa a discuté avec nous, a été en phase avec nous et nous avons travaillé ensemble sur la cérémonie de rapatriement des 3 corps à Joal. La famille maternelle a pensé qu'il ne fallait pas l'amener à Joal. Ils ont donné les raisons. La famille maternelle a donné ses raisons. Les choses étant ce qu'elles sont, nous ne pouvons que constater la posture de la famille maternelle. Et nous le disons avec beaucoup de respect. Autre chose, Imam Mahmoud Diko demande l'indulgence des pays voisins pour le retour de la paix au Mali. Le membre du M5 RFP est revenu sur les événements qui ont conduit au changement de régime au Mali, mais il reste toujours sur sa faim. Imam Mahmoud Diko est en visite au Sénégal. Il faisait face à la presse cet après-midi. Et puis cette guerre qu'il a imposée, il n'est pas facile vraiment de faire le changement comme on le souhaite. Mais c'est une volonté de changer les choses qui est amorcée
Et malgré toutes les difficultés, malgré les nombreux défis, je pense que le peuple malien a suffisamment de ressources et que nous allons, Inch'Allah, par la volonté de Dieu, arriver à ce changement tant attendu par le peuple malien. Aujourd'hui, nous traversons une situation très difficile. Nous sommes aujourd'hui la digue. Si le Mali cède, tous les autres pays vont céder. Et c'est pour cela, ce n'est pas facile d'être au premier plan d'un combat. Et nous sommes là-dedans. L'apport des autres et leur aide et leur accompagnement n'a pas fait défaut. Mais nous souhaitons encore que le Mali soit compris, que le Mali soit assisté et aidé dans cette période combien difficile. C'est une expérience qui n'est pas souvent facile. Et à noter que Imam Mahmoud Diko va répondre aux questions directes de Alassane Samba Diop ce dimanche 19 décembre à 14h sur ITV. La fenêtre s'ouvre ce soir sur le Gabon. L'affaire présumée d'abus sexuels sur de jeunes joueurs secoue le pays. Le président Ali Bongo Ondimba a même instruit le ministre des Sports de saisir la justice pour une ouverture d'enquête. Le principal mis en cause est l'ex-sélectionneur des moins de 17 ans, Patrick Assoumou Eyi, alias Capello. C'est le journal anglais The Guardian qui a fait exploser l'affaire et depuis elle fait du bruit à Libreville. Aziz Adewale Chandi nous en dit plus. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'ITV. L'actualité au Gabon est dominée, comme vous l'imaginez, par cette affaire qui est venue éclabousser le milieu du football. Il s'agit de l'affaire Patrick Assoumou Eyi alias Capello, l'ancien entraîneur de l'équipe nationale de football du Gabon des moins de 17 ans. Tout est parti de révélations faites par le journal anglais The Guardian ce jeudi, des révélations selon lesquelles des centaines de jeunes auraient été abusés. Alors, les réactions ont été nombreuses au plus haut niveau. Il y a eu la Fédération gabonaise de football qui a annoncé l'ouverture d'une enquête interne avant, bien sûr, la réaction du gouvernement. Et nous avons eu en fin d'après-midi le ministre des Sports, Franck Nguema, qui a dit sur instruction, sous les hautes instructions du président de la République Ali Bongo Ondimba, saisit la ministre de la Justice pour l'ouverture d'une enquête qui va toucher tous les sports et bien entendu qui va avoir pour objectif de faire la lumière sur tous les cas présumés de viol ou bien d'abus sexuels, pas seulement dans le football, mais dans tous les sports. C'est une affaire qui a ému, qui continue d'émouvoir beaucoup de personnes. Il y en a aussi qui considèrent que c'est un secret de polichinelle, que l'alerte avait été donnée depuis longtemps, mais que les autorités n'avaient pas fait suffisamment attention. En tout cas, on s'en tient à cette réaction du gouvernement qui était très attendue, le gouvernement qui, peut-on le souligner également, était réuni en Conseil des ministres ce vendredi. Et c'est donc suite aux instructions reçues pendant ce Conseil des ministres que le ministre des Sports, Franck Nguema, a annoncé ces mesures fortes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez informés sur www.emedia.sn. Ce soir, suivez Intérêt Général à 21h45 avec Khalifa Diakhaté. Bonne soirée à vous.